Bonjour à tous. Nous commencerons cette séance par une brève présentation des contenus que nous allons étudier. Dans la section des ouvertures, nous parlerons des avantages et des inconvénients d'un départ ouvert classique, la partie des 4 cavaliers. Puis, dans la partie tactique, nous verrons comment attaquer la pièce surchargée, qui est celle qui défend doublement un point critique. Dans la partie consacrée à la stratégie, nous parlerons des colonnes ouvertes et semi-ouvertes. Dans les finales, nous vous expliquerons ce qui se passe lorsqu'un pion est bloqué et qu'il entre en zugzwang. Et pour finir, notre champion Miguel Illescas nous expliquera à quel point il est important d'avoir un plan pour gagner la partie. Commençons. Dans notre première section, nous nous centrerons cette fois-ci sur la partie classique des 4 cavaliers, bien que son nom nous indique déjà de quoi il s'agit. Nous allons étudier ses fondements en apprenant à jouer de manière active et intéressante. Nous tenterons aussi d'éviter les positions symétriques si nous jouons avec les noirs. Puis, nous verrons ce qui est arrivé à un rival de Capablanca qui voulut copier tous les coups du grand champion cubain. Commençons. La partie des 4 cavaliers est un départ ouvert dans lequel, comme son nom l'indique, les 4 cavaliers sont développés après le début classique E4 et E5. Cette ouverture, très habituelle dans les parties entre débutants, respecte plusieurs concepts importants. Elle développe les pièces vers le centre et vers les cases actives, elle développe les cavaliers avant les fous, et elle cherche à tout moment à s'emparer de l'initiative. Le seul inconvénient est que cette ouverture est trop symétrique, qu'elle tend souvent à l'égalité. Or, comme nous le verrons par la suite, ce n'est pas toujours le cas. Voyons à présent ce qui vient après la partie des 4 cavaliers. Les blancs ont 2 stratégies possibles, une primitive et une autre plus moderne. La première consisterait à jouer pion D4. Le centre est ainsi occupé et ce coup donne lieu à une série de coups naturels. Les noirs se développent et attaquent le pion du roi. Les blancs le défendent avec le fou en D3 après un échange de cavaliers. Les noirs rompent au centre en tentant de se défaire de leur pion doublé, et les blancs sont obligés d'échanger. Les 2 rois roquent, et les blancs finissent par développer leur autre fou en G5. L'ouverture laisse alors place au milieu de jeu. Voyons ce qui se passe ensuite. Les blancs sont maintenant en train de menacer le cavalier en D5. Les noirs, quant à eux, pourraient défendre avec pion C6 pour donner une certaine solidité, jouer fou E6 ou échanger fou pour cavalier, une option peu recommandable car les blancs se retrouveraient avec une pierre de fou très fort dans des positions ouvertes. Quoi qu'il en soit, la partie des 4 cavaliers donne toujours lieu à un jeu très ouvert, ce qui est conseillé pour apprendre et se familiariser avec la pratique des échecs. L'autre alternative, beaucoup plus moderne, serait de développer le fou en B5 au lieu de rompre aussitôt au centre. Pourquoi? Pour pouvoir roquer. Les noirs, quant à eux, peuvent maintenir la symétrie en développant leur fou ou jouer cavalier D4, afin de déjouer le plan des blancs. Un coup de niveau plus avancé, dans la mesure où il nous oblige à déplacer une même pièce 2 fois durant l'ouverture, ce qui n'est recommandé qu'aux joueurs les plus experts. Regardez. Si les blancs prennent en E5, les noirs, en attaquant le cavalier, s'assurent d'une certaine manière de récupérer le pion. Mais nous allons nous centrer ici sur le développement symétrique. Allons-y. Les 2 camps développent leurs pièces vers de bonnes cases. Ils roquent et se disposent à contrôler le centre. Vous constaterez que jusqu'à présent, la symétrie est parfaite. Et d'après la théorie, il est temps de la défaire. Si le fou blanc se développe en G5, les noirs pourraient ainsi prendre le cavalier et doubler leur pion. De cette manière, même si les blancs ont l'avantage d'avoir une paire de fous, la position est assez fermée et la pratique a démontré que le jeu serait ainsi équilibré. À partir de là, l'issue de la partie dépendra de l'adresse et de l'inspiration de chaque joueur. Nous allons voir une partie de Capablanca datant de 1918, dans laquelle nous trouverons des coups intéressants dérivant d'une partie des 4 cavaliers.
Comme nous pouvons le voir, nous nous trouvons ici à un moment de la partie où il est conseillé de rompre la symétrie. Mais le rival de Capablanca décida en cette occasion de la maintenir et de copier chacun de ses mouvements jusqu'à l'apparition d'un clouage et d'une pression très forte sur le point F6. Malgré cela, les Noirs décidèrent de ne pas changer de stratégie et au lieu de résoudre ce problème, ils préférèrent copier le dernier mouvement du joueur cubain. Capablanca, qui était alors âgé de 30 ans et qui se trouvait au zénith de sa carrière, n'en revenait pas. Cette situation ne pouvait cependant pas durer éternellement. De fait, le champion cubain avait déjà prévu une sortie qui serait définitive. Les Noirs continuèrent de copier les mouvements des Blancs lors des 2 coups suivants, en développant d'abord la dame, puis en prenant avec le fou. Or, Capablanca fit échec au roi avec le cavalier, un coup que son rival ne pouvait pas copier. Le roi noir doit se déplacer, et les Blancs annoncent mat en 3 coups. Les voici. Tentez de vous emparer de l'initiative dès que possible. Et si vous jouez avec les Noirs, essayez d'éviter les positions symétriques. Bien, après avoir analysé ce cas pour le moins curieux, nous allons passer aux exercices. Dans cet exercice, nous verrons qu'après une partie des 4 cavaliers, les Blancs déplacent leur fou à B5, les Noirs brisent immédiatement la symétrie en jouant fou à C5, et après le roc des Blancs, ils réalisent un coup que l'on peut qualifier de très agressif, pion A6. C'est aux Blancs de jouer, et la question est la suivante. Que feriez-vous dans cette situation? Vous disposez de 2 à 10 minutes pour répondre à cette question. C'est parti. Bien, nous allons voir la solution. Il ne fait aucun doute que dans cette situation, nous devons déplacer le fou. Mais où? Parmi toutes les possibilités, la meilleure serait de profiter de l'opportunité d'échanger le fou pour le cavalier, puis de prendre le pion en E5, en compensant ainsi le jeu agressif des Noirs et en profitant du fait que nous avons déjà roqué. Alors, félicitations à ceux qui ont pensé à prendre le pion. Impassable pour ceux qui ont pensé que la solution consistait à déplacer le fou, et un insuffisant pour ceux qui ont décidé de réaliser un coup différent. Je suis désolé. Passons au 2e exercice. Dans ce cas, les Blancs se retrouvent avec un adversaire qui, face à une partie des 4 cavaliers, réagit de la manière suivante. Regardez. Vous disposez de 2 à 10 minutes pour nous dire quel coup devraient effectuer les Blancs. Vous avez trouvé? Nous allons voir ça. La première chose que nous devons constater est que la façon de procéder des Noirs n'a pas été correcte. Si les Blancs avancent leur pion en E5, ils peuvent en profiter pour expulser le cavalier, lequel, n'ayant pas d'autre alternative, devra revenir à sa position de départ et perdre plusieurs temps de développement. Aviez-vous remarqué que les Noirs s'étaient trompés dans leur raisonnement? Je vous félicite si vous avez su trouver ce coup. Passons à l'exercice suivant afin de continuer à pratiquer les ouvertures. Nous jouons cette fois-ci avec les Noirs, et après une partie des 4 cavaliers, notre rival joue pion D3. Dites-moi intuitivement quel coup réaliseriez-vous à présent. Vous disposez de 1 à 5 minutes pour répondre. Voyons la solution. Mention d'excellence à ceux qui ont choisi de jouer fou C5, car cela nous permet de placer cette pièce importante dans une très bonne diagonale. Mention très bien à ceux qui ont opté pour fou B4, dans la mesure où le fou rentre activement dans le jeu et cloue le cavalier blanc.
Mention très bien également à ceux qui ont joué pion D5, puisqu'ils luttent pour l'initiative et prétendent s'emparer du centre. Mention passable pour ceux qui ont choisi de jouer fou E7, un coup un peu moins créatif qui prétend préparer le roc. Et insuffisant pour ceux qui ont décidé de jouer fou D6, dans la mesure où nous ne voulons pas bloquer le pion ni empêcher le développement de l'autre fou. Nous allons étudier à présent des tactiques de jeu. Concrètement, nous parlerons de la pièce surchargée, qui est celle qui tente en vain de faire deux choses à la fois. Nous commencerons par montrer les deux derniers coups d'une célèbre combinaison réalisée par le joueur polonais Akiba Rubinstein, qui était à l'époque considéré comme le meilleur finaliseur. Allons-y. Dans cette position, Rubinstein mit fin à la partie après que les Blancs aient joué pion G3 pour menacer sa dame et défendre le fou pour éviter le mat éventuel. Lorsque Rubinstein prend et met le roi en échec, la dame blanche récupère obligatoirement et abandonne l'une de ses deux tâches, ne pouvant donc pas éviter l'échec et mat exécuté par son homologue noir. Grâce à cet exemple, nous avons pu comprendre ce qu'est une pièce surchargée et quelles sont ses conséquences. Voyons un autre exemple. C'est au noir de jouer. Et il remarque que le cavalier blanc est en train de défendre deux menaces très dangereuses. Le fou A2 mat et la tour D1 qui amènerait aussi au mat. Nous dirons donc que le cavalier est surchargé puisqu'il réalise deux tâches en même temps. Comment le joueur des noirs peut-il tirer profit de cette pièce surchargée? Regardez. Rien de plus facile. En détournant son attention vers l'une des menaces, ici, la tour se sacrifie en obligeant le cavalier à la capturer et en donnant échec et mat avec l'autre en jouant fou A2. Un autre exemple très illustratif du concept que nous sommes en train de voir. Mais revenons à l'échiquier, car nous pouvons encore tirer deux autres conclusions de cette position. N'oubliez pas qu'aux échecs, l'ordre des mouvements altère le résultat. Vous remarquerez que si au lieu de sacrifier la tour, nous avions d'abord joué le fou, les Blancs auraient encore eu la possibilité de se défendre en bloquant la menace avec le cavalier. Et ils auraient même pu forcer une finale nulle après l'échange. Nous pourrions également détruire la défense en prenant le cavalier avec la tour, afin de continuer avec l'échec du fou en A2 et la promotion du pion en dame. Or, quoi qu'il en soit, cela ne fonctionnerait pas ici, car les Blancs répondraient en prenant la tour en C3 échec. Dans l'exercice suivant, nous utiliserons une partie opposant Alexander Graf à Garry Kasparov. Nous verrons ici un cas un peu particulier de pièce surchargée, qui anticipe ce que l'on appelle un sacrifice de déviation. Regardez. La tour blanche défend sa dame, qui est attaquée par la dame noire, tout en défendant son roi. Les noirs pourraient profiter de cette situation pour lancer tour à E1 échec. Et si le roi blanc avance d'une case, il reçoit échec et mat au coup suivant avec dame F2. Par conséquent, les Blancs n'ont pas d'autre solution que de prendre la tour et de livrer leur dame. Nous venons de voir ici un exemple de pièce surchargée que Kasparov, avec les Noirs, finira par utiliser pour battre son adversaire. Et puisque nous venons de parler d'un grand maître tel que Garry Kasparov, j'aimerais à présent que nous nous arrêtions quelques instants sur la signification de ce titre prestigieux, celui de grand maître des échecs. Le titre de grand maître des échecs est une distinction honorifique concédée par la FIDE, la Fédération internationale des échecs, reconnaissant l'excellence d'un joueur d'échecs. Ce titre est concédé à vie,
Et pour mériter une telle distinction, le joueur d'échecs doit dépasser un certain nombre de points en participant à des compétitions internationales homologuées à cet effet. Autrefois, le système était différent et l'Assemblée FIDE concédait le titre de grand maître par acclamation, c'est-à-dire en applaudissant, ou non, la candidature présentée. L'origine de ce titre date de 1914, lorsque le tsar de Russie, Nicolas II, le popularisa en le décernant à 5 joueurs: Lasker, Capablanca, Alekhine, Tarrasch et Marshall, après un tournoi disputé à Saint-Pétersbourg. Outre le titre de grand maître, qui est valable tant pour les hommes que pour les femmes, il en existe d'autres moins importants, tels que maître international ou celui de maître de la Fédération internationale d'échecs. À l'heure actuelle, environ 1000 joueurs possèdent le titre de grand maître, parmi lesquels 147 sont d'origine russe, un pays qui apporte le plus grand nombre d'élus. Des noms comme Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Bobby Fischer ou Judith Polgar dans la catégorie féminine, ou encore Carlsen, sont quelques-uns des grands maîtres les plus connus de l'histoire des échecs qui ont fomenté la diffusion de cette discipline dans le monde entier. Après cette petite parenthèse sur le titre de grand maître, revenons si vous le voulez bien au thème des pièces surchargées. Pour ce faire, nous utiliserons un exemple un peu différent de ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Nous observons en premier lieu que les blancs auraient la possibilité de donner un échec qui serait mat si le cavalier noir en F6 n'était pas là. Notre premier réflexe est donc de vouloir éliminer la défense, c'est-à-dire le cavalier. Nous pourrions prendre avec le fou en B2, mais nous voyons que le cavalier en F6 est défendu par l'autre cavalier en D7. La solution consiste donc à penser que le cavalier en F6 est occupé à défendre le point H7. Et nous arrivons ainsi à la conclusion que notre dame peut se rapprocher impunément et se placer en H5 sans craindre le cavalier. Comme nous pouvons le voir, le cavalier est surchargé et il ne représente pas une menace pour la dame blanche, qui s'est dangereusement rapprochée du roi ennemi. Nous allons voir les conséquences de cette attaque éclair. Les noirs défendent en jouant pion H6 et les blancs détruisent la position du roi ennemi. Ils entrent et attaquent avec 4 pièces. Il n'est donc pas étonnant que le mat du baiser soit dans ce cas imminent. Bien, voyons un dernier exemple de surcharge avant de passer aux exercices. Le voici. Les blancs sont en train d'attaquer le roi des noirs avec 2 pièces. Or, pour le moment, les noirs arrivent à se défendre grâce à la tour située en F8 et au cavalier placé en F6. Faites bien attention, car les blancs vont profiter de la situation pour réaliser un coup spectaculaire de double surcharge. Regardez bien. Le joueur blanc joue tour E8 et détruit brillamment la défense du joueur noir. De cette manière, la tour blanche devient à bout, car si le cavalier prend, la dame donne le mat, et si c'est le tour qui prend, le cavalier donne le mat. Conclusion. Même si la case E8 est doublement défendue, la position puissante des blancs fait de la tour et du cavalier noir des pièces surchargées, incapables de faire face à la menace cavalier F7, échec et mat. Attaquez et défendez à la fois dans la mesure du possible. Essayez également de défendre doublement les points critiques.